je veux tout le temps prouver que je suis pas du tout en situation de handicap et que je suis vachement intelligente, je suis vachement drôle. J'aimerais tellement qu'on me remarque pour tout ça et pas sur la question du handicap. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Julia Boivin, communicante, militante, passeuse de récits, mais surtout femme en quête de liberté. Bonjour Julia. Bonjour. Alors Julia, je suis particulièrement heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que ton parcours, il touche à quelque chose de profondément universel. Ce moment où l'on cesse de vivre pour répondre aux attentes et où l'on commence à vivre pour soi-même. Ce moment, tu as mis un moment à l'atteindre, mais tu l'as gagné à la force du corps et du cœur. Alors laisse-moi le retracer, ce chemin. Tu nais à Lyon, dans un contexte d'urgence, en souffrance fétale, un cordon autour du cou, une arrivée au monde en état de mort apparente. 15 jours en couveuse, une première solitude, et puis la vie, pas tout à fait comme les autres, mais ça, chez toi, on n'en parle pas trop, on dit plutôt « ça va aller ». On t'aime, oui, mais on te veut discrète, adaptée, normale. Tu grandis à Bourgoin-Jallieu dans une famille aimante, un peu en déni, un peu débordée. Tu apprends très tôt à marcher sur une ligne invisible, ni trop handicapée pour être reconnue comme telle, ni assez valide pour passer inaperçue. Alors tu compenses, tu t'adaptes, tu t'appliques, tu es bon élève, jamais un problème. Tu fais tout pour ne déranger personne, même quand ton corps hurle qu'il fatigue. Rendez-vous de kiné, d'orthopédie, de psychomotricité, devoirs, sourire, et surtout cette question lancinante, où est ma place ? L'adolescence n'arrange rien, il faut te faire opérer des jambes à 14 ans, faute de quoi c'est le fauteuil qui t'attend. Tu choisis l'opération, tu t'absentes 6 mois du collège et tu reviens, comme si de rien n'était, à nouveau, tu t'adaptes, encore. Mais en toi, doucement, un autre mouvement s'éveille, celui de la parole. Tu poursuis tes études brillamment, licence de sciences politiques, puis master en communication publique à Sciences Po Lyon. Et là, tu comprends que ce qui t'a manqué, c'est une narration, un espace où poser ton histoire, tes nuances, ton ambivalence, tu te l'appropries et tu en fais une force. Tu t'engages dans la fonction publique, dans des associations, dans des réseaux autour du handicap, tu crées, tu coordonnes, tu formes. Mais tu le fais à ta manière, en mettant en lumière les voix des premiers concernés, en refusant les caricatures, en choisissant le respect, la dignité, la nuance. Aujourd'hui, tu veux sortir de la case personne handicapée, pas pour nier ce que tu vis, mais pour embrasser tout ce que tu es. Tu veux du temps pour toi, tu veux apprendre à ralentir, tu veux dire stop aux injonctions, y compris celles que tu t'es longtemps imposées toi-même. Ton chemin, Julia, c'est celui d'une femme qui s'autorise enfin à dire « je n'ai rien à prouver » et c'est en cela qu'il est bouleversant, parce qu'il nous parle à nous tous. Bienvenue sur le chemin, Julia. Merci. Merci pour ce portrait. C'est toujours un peu curieux d'entendre l'histoire dans la voix de quelqu'un d'autre. Et du coup, peut-être juste pour préciser, c'était pas Sciences Po, c'était une licence de philosophie. Ok, désolé. Pas de souci. Et après, un master 1 et un master 2 sur l'éthique et sur les handicaps. D'accord. Merci pour la précision. Pas de souci. Non, c'est toujours étonnant d'entendre ce parcours-là et ce que toi t'en as retenu. Effectivement, la question du handicap, puisque tout tourne autour un peu de ça chez moi. Et en même temps, je crois que dans ma famille, c'était pas un sujet, mais en même temps, ça marchait, en fait. Et du coup, je crois que tout le monde a fait comme si ça allait bien se passer. Et effectivement, ça s'est bien passé. D'accord. Après, c'est toujours en grandissant et avec un recul et en faisant de la philosophie, en faisant de l'éthique, on se rend compte que oui, ça s'est bien passé, mais que par contre, en fait, je crois que j'ai compensé plein de trucs
Et du coup, ça a créé peut-être des manques à certains endroits ou des paradoxes. Mmh. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui, la question des paradoxes et de l'éthique et de pourquoi c'est pas si simple. Faire plein de rééducation pour que ça aille mieux et qu'on puisse préserver une certaine indépendance physique pour cet enfant et l'adulte qu'elle va devenir. Et effectivement, c'est ça qu'il faut faire. Et en même temps, ce que ça crée dans le corps et dans l'esprit, c'est une quête de la normalité qui est jamais là et qu'on poursuit indéfiniment avec souvent un sentiment d'échec quand même, de se dire, en fait, Mmh. malgré toutes ces séances de kiné, malgré toutes ces séances d'orthophonie, j'arrive pas à être ce qu'on voudrait pour moi. Et donc, en même temps, je suis très contente d'avoir fait ces séances de rééducation parce que j'en suis là maintenant et je marche et voilà. Et en même temps, ça crée d'autres choses, effectivement, dans le corps, dans l'esprit. Paradoxalement, ça crée des manques et des gros questionnements sur le corps, la limite, l'intimité aussi. Et voilà, donc en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles leçons on en tire de tout Mmh. ça? Ouais, absolument. On aura l'occasion d'en parler et toi d'avoir ton sentiment en fait sur ce que serait potentiellement la bonne chose à faire. Toi qui aujourd'hui passe beaucoup de temps à former, à évangéliser sur ce sujet du handicap. Ça va vraiment être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'avais une première question un petit peu de curiosité que je voulais te poser. Tu as longtemps fait en sorte de rentrer dans les cases. Et ça a été quoi finalement le tout premier moment où tu as senti que tu pouvais en sortir de ces cases? C'est une anecdote que je raconte beaucoup parce que je crois que ça a été pour moi un moment où j'ai compris beaucoup de choses. J'ai un ami, Adrien, qui m'a un jour proposé d'aller un week-end dans un monastère qui était important pour lui. Et le premier soir, Adrien me dit, ce soir, on mange avec un des frères et ensuite on fait ma vaisselle et là, on va se coucher. Et en fait, quand je suis allée faire ma vaisselle, je suis posée à l'évier et en fait, là, j'ai vu arriver les 40 assiettes des autres frères. Et j'ai dit à Adrien, on s'est pas compris. Je vais pas faire la vaisselle de tout le monde ce soir. Et donc, Adrien me dit, tu vas voir le père hôtelier, le père Guérin qui s'en charge, tu te vois avec lui. Et donc, je suis allée voir ce prêtre que j'avais croisé dans la journée, mais voilà. Et donc, clairement, j'ai joué la carte du handicap à fond. C'est-à-dire que je suis allée vers lui un peu en forçant la poitrine et en lui disant: «Écoutez, je suis vraiment désolée, j'aurais beaucoup aimé faire la vaisselle, mais en fait, mon handicap fait que j'ai des gestes incontrôlés», ce qui est vrai. J'ai des spasmes et donc j'ai très peur de casser votre vaisselle. Je suis vraiment désolée. Donc du coup, vous comprendrez que je vais aller me coucher. Et là, ce prêtre me regarde très gentiment. Il me dit, tournez-vous et dites-moi ce que vous voyez devant vous. Et il y avait une grande table avec un tas de plats à essuyer, en fait, en plastique et en inox. Et en fait, il me dit ça, au pire, si ça tombe, ça fera juste du bruit. Donc en fait, ça, vous pouvez complètement le faire, donc allez-y. Adrien était mort de rire à côté parce que mon plan n'avait pas du tout fonctionné. Et en fait, je me suis dit, en essuyant et en passant 1 heure à essuyer ces plats, je me suis dit, c'est comme ça que j'aime être reconnue. C'est que oui, il y a des difficultés, oui, il y a des trucs qui sont pas possibles pour moi. Et en même temps, il y a un océan de possibles. Et il n'y a pas de raison que j'aille pas les explorer non plus et que je donne pas à la communauté ça. Et je pense que c'est vraiment ce moment où je me suis dit, oui, il y a la question des handicaps, oui, il y a la question des limites, mais c'est quoi tous les possibles que t'as pas exploré? La question de la reconnaissance, comment l'autre me reconnaît capable, ça a tout changé.
je crois. Merci pour cette anecdote qui illustre bien ce sujet. Alors, tu sais, Julia, ce podcast, il traite du sujet de la transformation. On a vu que dans ton parcours, il y en a eu des transformations. Et celle-là, c'en est peut-être une. C'était un moment un peu important de ce parcours de transformation. Est-ce que tu peux partager, toi, avec nous, comment, peut-être dans un premier temps, tu as pris conscience que c'était possible de se transformer, qu'il y avait en toi un potentiel de transformation? Et puis ensuite, comment tu as procédé pour trouver ton chemin à toi? Je pense que c'est les rencontres. Il y a eu plein de rencontres, à commencer par ma famille, bien évidemment, et mes sœurs, je pense aussi, mes sœurs et mes parents. La question de l'humour, ça aide à transformer Ouais. beaucoup de choses, et ça a été présent très tôt, parfois à mes dépens, mais de moins en moins après, de comment on apprend à rire de soi. En fait, je crois aussi qu'avec cette famille-là, je pense que j'ai jamais été interdite de rien. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis posé la question de mon futur en me disant: «Ah oui, mais il faut que je pense au handicap parce qu'en fait ça je pourrais pas». Et après, j'ai fait une conférence une fois, la première grosse conférence que j'ai faite dans un colloque associatif à Saint-Étienne. Et j'ai parlé de l'adolescence et du vécu du corps quand on a une paralysie cérébrale. Et en fait, je m'attendais pas à un tel effet sur le public. C'était assez fou, qu'ils applaudissent, qu'ils se lèvent, il y en avait qui pleuraient. Enfin, moi, ça me dépassait un peu tout ça. Et c'est surtout 2-3 personnes en situation de handicap, en fauteuil, qui sont venues me voir à la fin en me disant: «Merci de dire ça parce que nous, on nous fera jamais monter sur scène. Donc merci de le dire parce que c'est ça qu'on vit». Et du coup, je me suis dit: «En fait, c'est ça que je veux faire. Je veux dire les trucs qui sont pas normaux et qui devraient pas se passer en institution ou en centre de rééducation. Et 2, je veux que ces personnes-là, elles montent sur scène et qu'on les écoute et qu'on les entende et qu'on prenne le temps». La paralysie cérébrale, là, on entend un peu, ça provoque beaucoup de difficultés d'articulation. Et là encore ça va, merci aux séances d'orthophonie. Mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus empêchées que ça. Et du coup, voilà, peut-être à Saint-Étienne, je me suis dit que c'était ça que j'avais envie de faire. Donc, quelque part, ton chemin, tu l'as trouvé à la fois en voyant l'impact que tu pouvais avoir Mmh. sur les gens et tu n'en avais pas conscience nécessairement, mais tu as pu le tester lors de cette conférence. Oui. Et puis aussi, tu disais tes parents qui t'ont laissé un grand champ d'action et de liberté. Ouais. Mais tu me disais quand même que c'était une ligne de crête très fine, c'est-à-dire que ils t'ont vraiment considéré comme quelqu'un de normal et tant mieux, mais que parfois c'était dur à porter cette normalité. Oui, c'est encore une fois la question des paradoxes, mais c'est qu'on tient sur ce côté, il y a pas de raison, et avec 2 grandes sœurs avant, il y a pas de raison que Julia ne fasse pas autant que ses sœurs, ou en tout cas qu'elle le fait différemment. Et en même temps, comme les autres, ils marchent pas parce que il y a des trucs que je pourrais jamais faire comme mes sœurs. Et un truc tout bête et qui nous fait encore beaucoup rire avec mon père et ma mère, et qui sont des épluchages de légumes. Là, si moi je me charge d'un épluchage D'accord. des pommes de terre pour la purée, il faut que je m'y prenne à 8h du matin pour manger à midi. Et donc, voilà, en fait, la question du handicap, elle oscille entre la quête de la normalité et en même temps affirmer une différence. Mmh. Et je pense que là où on résout le truc, c'est la reconnaissance de la différence. De dire, on cherche pas à être comme les autres, on cherche à être reconnu comme les autres. Et comme des gens avec autant d'humanité et de dignité que n'importe qui, et tout en ayant une différence. Et je pense que c'est un peu ça l'enjeu aussi, de faire changer les représentations des gens. C'est de se dire, en fait, oui, il y a une pathologie, oui, il y a des situations de handicap, et pour autant, ça reste des personnes avec qui on a des points communs et des ressemblances. Et la première ressemblance, c'est qu'on a tous besoin
de reconnaissance. Et en t'écoutant, je trouve que ça pose aussi la question de l'égalité versus l'équité, c'est-à-dire qu'on veut tendre à donner à chacun le même statut et qu'on puisse être tous entendus et reconnus. Mais pour certains, pour atteindre ce statut, il faut de l'aide, du support et des moyens différents. Et je pense que la quête de la normalité, ça fatigue. Moi, là, j'ai 33 ans. En fait, je suis fatiguée à 33 ans. Parce qu'en fait, je me souviens, mon premier appart à Lyon, il était au 3e étage, sans ascenseur. En fait, c'était pas un sujet. Alors qu'en fait, peut-être ça aurait dû à des moments parce que peut-être, je me suis fatiguée sur des trucs Mmh. où j'aurais pu économiser un peu d'énergie et maintenant je suis dans un appart au 5e avec ascenseur et c'est très bien. Mais voilà, je pense que quand on recherche à être comme les autres, on peut dépasser un peu ses limites personnelles ou en tout cas on sait plus trop où elles sont et quand est-ce que c'est acceptable de les poser. Julia, dans quelle mesure toi tu as le sentiment de t'être rapproché de qui tu es vraiment et comment s'est opéré ce rapprochement? Je suis pas encore sûre de qui je suis vraiment sur mon chemin. Je pense que j'apprends déjà à dire que je suis quelqu'un dans la position où je suis, de parler devant des gens, d'être vachement demandée, d'avoir plein de propositions de conférences et que j'arrête pas et que je suis toujours sur les routes. Finalement, je pense que ça comble autre chose chez moi. J'essaye encore de me construire sur ce qu'on attend de moi et c'est très dur pour moi de dire non. De dire non, je viendrai pas à cette conférence. Et donc, je pense que je n'en suis pas encore là à me dire que je suis quelqu'un. Je pense que je me construis encore beaucoup sur ce qu'on attend de moi. Mais par contre, de plus en plus, j'arrive à dire ce qui me convient et ce qui me convient pas dans mes collaborations, dans mes amis, dans ma vie sociale et sentimentale. Mais voilà, c'est encore pour le coup un chemin. Par contre, en fait, je crois que quoi qu'on fasse, on culpabilise. C'est-à-dire que moi, je me dis, trop bien, j'ai une vie professionnelle hyper remplie. Mais en même temps, j'ai arrêté toute ma rééducation. Et donc, je fais pas du tout ce qu'il faut et dans 10 ans, je vais le regretter. Et donc, je culpabilise tout le temps, en fait, de pas faire ce qu'il faudrait, ou encore une fois, ce qu'on attend de moi. C'est très dur de se détacher du regard des autres. En fait, j'ai l'impression que je veux tout le temps prouver que je suis pas du tout en situation de handicap et que je suis vachement intelligente, je suis vachement drôle. J'aimerais tellement qu'on me remarque pour tout ça et pas sur la question du handicap. Ça commence à venir avec des gens que je rencontre, avec là, une personne là que j'ai rencontrée qui me dit mais le handicap c'est pas ce que je retiens de toi. Et c'est très bizarre parce qu'en même temps c'est quelque chose que je veux pas renier. J'essaie de développer plein d'aspects identitaires de moi, de me dire il y a des problématiques liées au handicap, il y a des problématiques liées à la question d'être une femme, il y a la problématique liée à la question d'être une entrepreneur. Voilà, et donc j'essaie de diversifier mes identités. Ouais, il y a plein d'autres choses qui te définissent C'est ça. que ton handicap, évidemment, et que tu le vois au travers du regard des autres aussi, qui portent sur toi. Ouais. Et c'est génial que cette personne ait pu te dire, moi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est tout sauf ton handicap. En tout cas, pas que ton Pas handicap. que, ouais. Ouais, exactement. Est-ce que toi, tu as développé des rituels, des habitudes, des influences, tu as parlé de tes rencontres déjà, qui t'ont accompagné sur ton chemin et peut-être qui t'ont aidé à devenir qui tu es aujourd'hui? Je suis pas quelqu'un qui aime voir beaucoup de personnes à la fois. Je suis plutôt sur du temps de qualité avec les gens. Et si, il y a la Bretagne quand même. Aller en Bretagne et regarder l'océan seul, ça c'est un truc qui me nourrit
tous les étés, je pars seule en Bretagne. Et voilà, la dernière fois, c'était sur l'île de Molène, 1 semaine. Comme une forme de retraite, en fait. C'est ça. Toute seule et j'apprends à me reposer. La paralysie cérébrale, les muscles se contractent tout seul, c'est des spasmes et c'est toujours très tendu. Et donc j'apprends à passer du temps avec moi et avec mon corps. Quand il est détendu, j'apprends à découvrir ce que ça fait quand il est détendu et quand il peut souffler. Et donc j'essaie de m'accorder un peu ça pour qu'il se repose aussi pour ensuite mieux repartir. Mais voilà, je pense que ça, c'est un truc que je regrette peut-être. Qu'on m'ait pas fait découvrir assez le fait que je pouvais être bien dans mon corps et que j'avais pas besoin de lutter tout le temps pour qu'il réponde à une norme. J'avais un thérapeute avant qui disait c'est ok. C'est ok que ça soit tendu, c'est ok qu'il y ait des espaces. Et c'est ok, je le dirai souvent. Et donc ça, c'est vraiment un truc que je garde. Et peut-être si, parce que c'est important, je crois, pour la santé mentale, une thérapie psychanalytique. Je travaille à partir de ce que je suis et des discriminations dont je suis victime aussi. Et dans mes interventions et dans mes conférences et dans mes projets, les discriminations ne disparaissent pas. Et donc, du coup, de mettre en mots et de réfléchir à qu'est-ce que ça fait de travailler à partir de soi et des choses dures qu'on vit. Voilà, moi, c'est nécessaire pour, essayer de mieux comprendre ce que je fais et comment aider ensuite les autres. Ouais, et puis ce que j'entends, c'est que il y a eu beaucoup de sujets autour du corps, et je pense que tu parles de la réconciliation en fait du corps et de l'esprit, et qu'on peut pas vraisemblablement prétendre à une forme d'équilibre et d'épanouissement si on gère l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Oui, et moi je pense que j'ai beaucoup été peut-être, un peu trop dans la tête, et parce que c'est ça qui marchait quand j'étais petite, c'était la tête, et donc j'ai tout misé sur la tête, et mon corps a été un objet de soin, et donc l'idée c'est depuis plusieurs années, de revenir à se dire Ouais, que c'est mon corps. se réapproprier. Ouais, c'est ça. Et ça prend vachement de temps, mais on y arrive. Est-ce que toi, tu peux, Julia, nous parler des moments de doute et d'incertitude que tu as rencontrés sur ton chemin, peut-être liés à des critiques, des jugements, et comment tu les as accueillis, ces moments, et comment tu les as peut-être dépassés? Alors, sur le chemin que je suis en train de faire, rien n'était prévu. C'est-à-dire que l'idée même de bosser dans le handicap à partir des savoirs issus de l'expérience que j'avais, plus du savoir académique, clairement, non. Enfin, non. Non. Et donc, en fait, je n'ai rien prévu de ce qui est arrivé. Je me suis pas dit, je veux être celle qui va parler d'autodétermination aux gens. Pas du tout. Et donc, c'est arrivé petit à Tu petit. pas la grande planificatrice. Pas du tout. En fait, c'est venu, encore une fois, par des rencontres. Ah je t'ai entendu parler, et donc ce serait bien que tu ailles intervenir là. Et il semblerait que, grâce à l'humour et à des trucs que je dis qui semblent un peu intéressants, les gens aiment bien entendre et que ça fait des effets. Donc, tant mieux, je touche du doigt pour que ça ne s'arrête pas. Donc, du coup, comme rien n'était prévu, j'avoue que j'ai pas beaucoup douté de ce que je faisais professionnellement. OK. Par contre, personnellement, oui, j'ai douté, je douterai encore sur la question de la vie sentimentale, amoureuse. J'ai longtemps été dans le doute par rapport à est-ce que je peux plaire à quelqu'un. Quand j'étais ado, je me disais, sans le handicap, ce serait hyper bien. Je serais blonde aux yeux bleus. Vraiment, il y aurait pas de souci. Et comment aussi on peut créer une vie à deux avec ça, avec un handicap. Donc ça, j'ai beaucoup douté, je douterai encore. Ce qui m'a aidé, c'est d'en parler avec des personnes aussi qui étaient sur d'autres problématiques. Jennifer et Gaëlle m'ont amené sur les questions du féminisme et de me dire, mais en fait, ce que tu me racontes là,
toi, tu dis que tu as été discriminée à cause du handicap. Moi, je crois que c'est pas un handicap. Je crois que c'est parce que tu es une femme. Ah merde, mais il y a ça aussi. Merde, OK, il y a aussi cette OK. minorité-là C'est de l'intersectionnalité, ouais. c'est ça. Et en fait, je pense que pendant très longtemps, je me suis pas considérée comme une femme et qu'il y a eu tout un moment où je me suis dit: «Ah ouais, OK, en fait, on peut être dite en situation de handicap et femme. OK, comment on va faire? Je sais pas trop». Mais voilà, je pense que dans les moments de doute, c'est aussi toute la richesse des amitiés que j'ai construites Mmh. et qui sont hyper diverses. Et du coup, c'est assez rassurant de dire qu'il y a des gens autour que j'aime beaucoup. Et voilà, l'idée de prendre soin les uns des autres aussi, c'est hyper important. Et ça permet de pas trop douter, en tout cas de penser à autre Ouais. chose. Donc chercher aussi le secours dans l'autre. Tu Ouais. parlais des livres, donc plutôt de manière un peu virtuelle, mais aussi des vrais réseaux d'amitié autour de toi qui peuvent t'aider, t'accompagner, être aussi une caisse de résonance par rapport aux problématiques que tu rencontres. Donc pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est vraiment intéressant et important cette optique de se dire, faisons appel aux autres. C'est difficile seul Oui. parce qu'on n'a pas cette perspective, on n'a pas ce recul parfois. Et donc se confronter aux autres, partager, explorer, exercer sa curiosité auprès de ses réseaux d'amis, Oui, et de puis collègues. c'est Adrien qui dit: «Bon, avec toi en rando, on va pas très vite et pas très loin, mais la question du handicap ou de moi, de ce que je suis, ça amène à être sur un rythme très différent et on prend le temps de se poser et je trouve ça chouette de passer des moments où on fait pas grand-chose, mais par contre, on vit des choses hyper fortes et on partage beaucoup et du coup, ça renforce énormément et c'est assez agréable. Excellent. Quel impact, tu dirais, Julia, toi, ta transformation personnelle a eu, dans un premier temps sur toi-même, mais aussi sur les autres autour de toi? Je crois que je suis toujours dans la transformation, mais je crois que la question de la transformation, elle s'est jouée dans le moment où j'ai arrêté la rééducation, qui était un moment assez dur. J'avais fait une opération pour mieux marcher et moi, je pensais que j'allais marcher comme les autres et quand je me suis vue marcher à 1 an dans l'opération, je me suis dit: «Mais en fait, on m'a un peu menti et je veux être remboursée de ces 6 mois de réduc». Et donc, je pense que ça a été un vrai deuil de me dire que en fait, je n'allais pas guérir et que je serais pas comme mes sœurs et je serais complètement différente. Et donc, ça a été hyper dur et en même temps, ça a été un moment de libération de me dire: «En fait, ça va aller». Du coup, oui, j'ai arrêté la rééducation et oui, forcément, j'ai perdu des acquis et en même temps, j'ai gagné une vie professionnelle, mais je l'échangerais pour rien au monde, cette vie pro et les rencontres que je fais dans le pro et dans le perso. Donc gagner ou perdre, chaque fois on dit: «Oui, mais on va perdre des trucs». Ben ouais, mais on gagne toujours d'autres trucs par rapport au temps qu'on libère pour certaines choses et donc le calcul de gagner ou perdre, je suis pas sûre qu'il soit très judicieux. En tout cas, c'est pas aussi simple. Donc un impact plutôt, je dirais bilan positif pour toi et pour les autres autour de toi, cet impact, Je il sais il pas, ressemble à quoi? faudrait leur demander. Je crois que ma famille, ça a pas trop changé. Ils sont contents de ce que je fais, parfois impressionnés. Je crois qu'il y a un peu de ça. Je crois qu'ils s'imaginaient pas avoir une fille qui passerait sa vie dans les trains. Alors que clairement, j'ai marché très tard. Et est-ce que Mais tu crois que tu as suscité quelques vocations autour de toi quand même, par ton exemple un peu de transformation, je de crois résilience aussi? que ce qui me plaît, c'est que j'ai des amis qui ont eu des enfants et je crois que ce qui m'a un peu rassurée plus, c'est que, ils avaient peur de la question du handicap, mais ils me disaient: «En même temps, on te connaît et on sait que ça peut aller, en fait, et qu'on peut en rire». Et donc du coup, je suis contente de pouvoir leur offrir une porte sur ce monde-là qui peut faire très peur et de leur montrer que c'est OK et que c'est pas des vies au rabais. Il faut que ce soit des vies, qui comptent aussi.
Quel conseil, toi, tu donnerais, Julia, à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation personnelle, qui n'est pas aussi avancé que toi dans la transformation? De pas chercher un chemin. Le chemin, il se fait toujours. Souvent, c'est une image que je prends de la randonnée qu'on fait et que souvent on est très fixé sur là où on doit aller. Et voilà, on se dit ah mais il reste encore tout ça, mais j'y arriverai jamais. C'est horrible, c'est trop loin. Pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Et en fait, on regarde peut-être pas assez déjà ce qu'on a fait. Dire bah ouais, en fait, je suis quand même arrivée là. Donc ça va. Donc tu voudrais dire que c'est plutôt le chemin qui compte? C'est ça! C'est putain le chemin qui compte. En tout cas, le chemin qu'on a déjà fait. Reconnaître qu'on a fait un bout du chemin et qu'importe la distance, on s'en fiche et qu'on en est capable, bah, c'est déjà ça. Alors précisément, à quoi ça ressemble la suite du chemin pour toi, Julia? Est-ce que tu l'as imaginé? La suite du chemin, elle est de plus en plus inattendue et elle s'annonce pleine de nouveautés, de trucs que j'avais pas prévus et de nouveaux questionnements sur qu'est-ce que je veux pas, Mmh. qu'est-ce que je m'autorise. Et ça a l'air passionnant comme chemin, donc ça c'est plutôt personnel. Et puis professionnel, j'aimerais bien dire que je vais voyager moins et que je vais me poser. Mais ça n'arrivera pas. C'est trop bien d'amener les gens à découvrir ce dont ils sont capables. Le projet que je crée, c'est de former les personnes qui vivent en établissements médico-sociaux pour qu'elles aillent intervenir dans les lieux de formation auprès des futurs travailleurs sociaux pour raconter leur histoire et raconter comment elles vont être accompagnées. Il y a déjà pas mal de gens qui ont été formés et certains disent mais ça fait 30 ans qu'on n'attendait rien de moi. Et là, j'ai été formée. Et bon sang, on mise pas assez sur ces personnes alors qu'elles ont tellement à raconter. C'est tellement riche et c'est tellement violent aussi ce qu'elles disent de leur quotidien que vraiment, c'est ça que je veux faire. Je veux les faire parler, je veux qu'on les écoute et je constate, bah ouais, on peut plus faire sans elles aujourd'hui. OK. Donc Julia, passeuse, d'histoire, haut-parleur, pour, les personnes dont tu parlais. Superbe. Avant de se quitter, je vais te soumettre à un rituel de ce podcast qui s'appelle les questions mitraillettes. L'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prête? Oui, Alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Cher à vif d'André Le Breton. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Petit Prince. De Syntex. Ouais. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? J'aime beaucoup les chansons de Mathilde, qui est une féministe, auteure, compositeur, interprète très engagée. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Je voulais être fromagère. Comment commences-tu ta journée? Je commence ma journée en regardant le ciel Quel talent aimerais-tu avoir? danser. Quelle est ta plus grande force? Je suis drôle, je crois. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? On va y arriver. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Les plantes vertes, Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? que je pouvais m'en reposer. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Les gens qui parlent dans le TGV au téléphone. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? L'amitié. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Si que qu'on dise que je sois drôle. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Le GR en Bretagne qui longe le sentier des douaniers. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? J'achèterai une maison en Bretagne, face à la mer. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans? Ça va être bien. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Voudrais entendre Isabelle Poirot, qui était jusqu'à peu médecin de physique et de réadaptation, et qui a été mon médecin de 0 à 16 ans, et qui est un exemple de femme pour qui j'ai une grande admiration, une grande amitié. Super. Merci beaucoup, Julia. Merci pour ton témoignage puissant, authentique et super inspirant. Et merci pour ta force et ta résilience qui a clairement transparu dans notre échange.
Et je te souhaite bon retour et bon chemin. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Julia. Premièrement, Julia nous dit « J'ai passé mon enfance à faire comme tout le monde ». S'adapter sans cesse nous éloigne de qui nous sommes vraiment. Cherchons d'abord à trouver qui nous sommes à notre propre rythme. Deuxièmement, le corps parle avant nous. Quand il hurle qu'il fatigue, écoutons-le. La performance n'est pas la preuve de notre valeur. Troisièmement, entre deux cases, il y a une place. Nous n'avons pas à choisir entre trop handicapés ou pas assez. Nous avons le droit d'habiter nos nuances. Quatrièmement, le déni fatigue plus que la différence. Dire « ça va aller » ne remplace pas l'accueil du réel. Osons nommer ce que nous ressentons pour mieux vivre. Cinquièmement, ralentir est un acte de dignité. Nous avons le droit de ne rien faire. Le repos n'est pas un luxe, c'est une réparation nécessaire. Et enfin, ne confondons pas inclusion et assimilation. Accueillir la différence, c'est adapter le monde à l'autre, pas lui demander d'effacer qui il est. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.